Avant d'entamer le plat de résistance de cette longue journée, je vais vous proposer une petite mise en bouche à partir d'une histoire, mi-légende, mi-histoire, la junte de Roncal. Bien, tout le monde connaît la chaîne des Pyrénées qui sépare la péninsule ibérique du reste de l'Europe. En général, on comprend mal les choses. On parle de frontières sauvages dans l'industrie touristique, par exemple. On n'en parle plus, heureusement. On nous a appris à l'école que les Pyrénées, c'est aussi une frontière naturelle. Derrière toutes ces notions-là, on a l'impression qu'il y a vraiment un obstacle entre la péninsule ibérique et le reste de l'Europe. Alors qu'en fait, il en va tout autrement. Les Pyrénées n'ont jamais été conçues comme une frontière, comme un obstacle. Au contraire, ça a été toujours considéré comme un lieu de passage. Et si on regarde bien la configuration de cette chaîne de montagnes, on s'aperçoit que toutes les vallées sont orientées nord-sud, perpendiculaires à l'axe de la chaîne. Résultat, les relations nord-sud ont toujours été beaucoup plus faciles que les relations. On n'est pas surpris de voir que les cols dans les Pyrénées s'appellent des ports, c'est-à-dire des portes, tout simplement. La toponymie en dit long à ce sujet. Et lorsqu'on voit cette configuration, on voit également que les vallées ont toutes des noms qui sont connus. Chaque vallée a une identité très marquée. Pourtant, elles font toutes partie d'une même civilisation agro-pastorale à l'origine, qui est évidente. Et cette disposition, cette présentation-là, va bien sûr créer une civilisation, la civilisation pyrénéenne. Et pour en parler, je vais simplement prendre l'axe d'une simple composante de cette civilisation, uniquement le système juridique. Les Pyrénées et les Pyrénéens ont mis au point une structure, une gestion de l'espace collective, depuis la nuit des temps, au moins depuis la protohistoire, puisque de nombreux vestiges en témoignent dans la montagne. Cette civilisation est basée essentiellement sur les phénomènes de transhumance. Vous connaissez tous ces phénomènes-là, qui vont scander la vie de l'année dans ces populations-là. Et cette transhumance va littéralement sculpter le paysage. Mais elle va davantage marquer les institutions, puisque très souvent, on va s'apercevoir que les lois, les coutumes qui sont en vigueur dans ces vallées sont souvent des lois qui concernent justement la gestion de l'espace. Les vallées, par exemple, c'est le domaine des maisons. Et dans les vallées, on va essentiellement gérer l'espace communautairement. C'est-à-dire que tout est partagé, c'est ce qu'on appelle la libre jouissance, c'est-à-dire que toutes les ressources, la terre, l'herbe, l'eau, les pierres, le bois, vont être partagées équitablement entre tous les habitants, qu'ils soient nobles ou non. Et ça, c'est une constante très importante dans les Pyrénées. La montagne va connaître le même système, on appelle ça la compascuité. De soleil à soleil, du soleil levant au soleil couchant, les bergers vont se partager les pâturages et les sources. C'est-à-dire qu'ils soient du versant nord ou du versant sud, les bergers partagent tout l'espace. On appelle ça donc la compascuité. Et lorsqu'il y a des conflits, ce sont les jurats élus dans les vallées qui vont régler les conflits, si possible, pour le mieux. Alors, bien entendu, vous le savez aussi bien que moi, il y a des règles, comme dans toutes les sociétés, mais ici, dans les Pyrénées, elles sont réactivées tous les ans lors d'événements qu'on appelle des fasseries, des passeries. Près d'une pierre dressée, par exemple, on va voir les gens se réunir pour réitérer ces accords, les accords entre eux, entre les bergers notamment. Le mot fasserie vient d'un mot qui signifie donc faire la paix. On dit aussi passerie, passer un accord. Et de manière très nette, il y a des pierres levées donc, qui manifestent les endroits où l'on va réitérer ces accords. Ça peut être des pierres couchées également, sur lesquelles on va trouver des marques, les initiales des vallées concernées, par exemple, les vallées respectives. Et très bizarrement, justement, on va trouver les bornes frontières du traité des Pyrénées près de ces pierres-là. C'est donc, ce n'est pas un hasard. Alors, je ne vous l'apprends pas, vous savez aussi bien que moi que l'homme peut être un loup pour l'homme. Et dans les Pyrénées, c'est le cas également, comme partout ailleurs. Il se trouve que l'histoire de la junte de Roncal, elle se déroule donc dans la partie occidentale des Pyrénées, dans deux vallées, une vallée du versant nord en Béarn, la vallée de Baretous, une vallée du versant sud.
C'est une histoire très ancienne, une histoire qui a des accents de légende, mais qui est une histoire vraie. C'est en fait un mythe fondateur très important pour des peuples sans écriture. Ça fonctionne tout seul, c'est bien. Donc, l'histoire commence comme ceci. Du côté de la Pierre Saint-Martin, dans les Pyrénées occidentales, les bergers pratiquent la compascuité. Et cette fois-là, un jour, donc Pierre Saint-Solaire, un berger du Nord, rencontre son compagnon Pedro Carica, un berger du Sud, de la vallée de Roncal, et ils arrivent en même temps à la seule source disponible dans ces environs. Ce jour-là, ça se passe très mal. Ils se disputent pour savoir qui va faire boire ses brebis en premier. Et lorsque je dis que ça se passe mal, c'est que ça dégénère très vite en bagarre, et Pedro Carica, va tuer Pierre Saint-Solaire. Malheureusement, ou heureusement, si on peut dire, mais malheureusement dans le cas de cette histoire-là, le cousin de Pierre, Anginard, a vu la scène. Donc, il descend dans la vallée et il avertit les jurats de ce qui s'est passé. Les jurats, aussitôt, décrètent, c'est le droit de carnal, une représaille. On va interdire aux bergers du Sud de se servir de la source. C'est la loi. Et tout semble terminé avec cette décision, mais pas du tout. Voilà que Anginard va monter de lui-même une expédition punitive dans la vallée de Roncal. On dit qu'il arrive dans le village de Pedro Carica, le village est désert, il ne reste que la femme de Pedro. Cette femme est enceinte. L'histoire est tragique, on va éventrer la pauvre femme et on va pendre à un arbre l'enfant qu'elle porte avec les boyaux de la mer. Vous voyez que c'est assez sinistre comme histoire. Malheureusement, ce n'est que le début d'une longue série d'événements, puisque dès le lendemain, Pedro Carica monte lui-même une autre expédition punitive vers les vallées du Nord. Et il va donc arriver dans le village de Pierre Saint-Solaire et de Anginard, et il va lui aussi décider d'exterminer la population. Il va s'y prendre d'une manière horrible. Il va dire à la femme d'Anginard, « Toi aussi, je pourrais te tuer, comme on a tué ma femme et mon enfant. Mais je vais te laisser la vie sauve pour que tu désignes l'homme de la vallée que l'on va laisser survivre afin qu'il enterre tous les autres. » Et ça se passe ainsi. Donc à partir de là, pendant des mois, on dit même pendant des années, ce ne sont que des querelles, des bagarres, des meurtres à travers la montagne. Les bergers ne montent plus à l'estive tellement le climat est détérioré. Et il faut que le roi de Navarre et le prince et le seigneur de Béarn se réunissent pour décider de rassembler dans une vallée neutre en Aragon, à Anzo. Ils vont décider de rassembler des personnages importants pour pouvoir parlementer. On trouve là les évêques de la région, on trouve là les jurats des différentes vallées, mais notamment les 2 vallées concernées, et les discussions sont âpres. On n'arrive à aucun accord. Résultat, les bagarres reprennent. Et quand je dis que les bagarres reprennent, c'est que la montagne se couvre de sang, très vite. Et ça dure encore plusieurs semaines. Jusqu'au jour où, épuisés et à force d'être exterminés, les habitants de Barretous, un jour, sont complètement écrasés par les habitants du Roncal. Il faut qu'un curé pyrénéen s'interpose entre les deux pour relancer les discussions et relancer cette plateforme où l'on va discuter d'un accord. On réunit donc les mêmes personnages que précédemment, et là, on désigne les habitants du Barretous comme responsables de cette situation. Ce sont eux qui ont imaginé la première expédition punitive. Et en représailles, on leur demande pour l'éternité de rendre un tribut tous les ans à la vallée de Roncal. Il s'agit de 3 génisses. Ça paraît dérisoire aujourd'hui. Pourtant, cet accord-là est un des plus vieux accords d'Europe, un des plus vieux accords de paix. Et aujourd'hui encore, à la Pierre Saint-Martin, on réitère les accords pris à Anceau.
chaque année, les élus des vallées de Roncal et du Baretous se retrouvent sur le col de la Pierre Saint-Martin et ils vont réitérer l'accord qui a été longtemps maintenu oral, puis qui a été écrit au XIVe siècle. Et là, à la Pierre Saint-Martin, symboliquement, ils vont poser leurs mains sur la borne de la Pierre Saint-Martin et ils vont se promettre de respecter ces accords définitivement. Alors bien entendu, aujourd'hui, d'une manière symbolique, on va offrir 3 génisses à la vallée du Roncal, mais on va surtout prononcer ce mot, passe abant, la paix dorénavant. Et par 3 fois, les élus vont répéter ce slogan. Aujourd'hui, donc, ce rite continue. C'est un rite vraiment important pour les Pyrénéens. Il est bien entendu très symbolique aujourd'hui. Il n'en reste pas moins que si l'échange des génisses est fictif, la volonté de vivre en paix est maintenue. Il existe encore de nombreuses faceries à travers les Pyrénées, sur toute la chaîne, notamment dans la partie occidentale ici. Et cette volonté de vivre, les Pyrénéens n'ont qu'un souhait, c'est de montrer à la face du monde que si on veut que cette planète vive en paix, il faut peut-être commencer à faire la paix là où chacun se trouve.